J'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Professeure adjointe à la Faculté des Arts et des Sciences sociales de l'Université de Maastricht et spécialiste des questions d'éthique et d'intégrité de la gouvernance. Madame Nastase, nous vous remercions de vous être rendue disponible pour permettre à notre commission d'enquête de poursuivre ses travaux. Je vous présente mes excuses pour notre retard qui était lié à un problème technique. Nos travaux s'organisent autour d'un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Au cours de nos travaux, nous avons évoqué à maintes reprises les questions éthiques, déontologiques, dans les rapports entre les entreprises du secteur privé et les décideurs publics, le rôle des registres de déclaration de représentants d'intérêts, les contrôles réalisés en France par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je crois savoir que vous travaillez actuellement sur un projet qui étudie comment les acteurs publics et privés actifs dans la sphère européenne comprennent la légitimité des pratiques de lobbying et de représentation des intérêts. Et donc, votre audition nous est apparue indispensable. Je ne vais pas faire une longue introduction. Nous avons parlé aujourd'hui des différents modèles européens sur l'encadrement du lobbying et de la relation entre les acteurs publics et les entreprises, entre la France, les pays européens, les institutions européennes à Bruxelles, mais aussi les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Vous le savez, l'un des objectifs de nos commissions d'enquête, ce sera d'émettre des recommandations pour voir si la France peut aller plus loin dans la transparence des agendas, dans la traçabilité des amendements, dans la publication ou la publication possible des comptes rendus de réunions publiques sur le modèle d'un Freedom of Information Act. Autant de sujets, je crois, sur lesquels vous travaillez, et nous serions très heureux d'avoir votre expertise, et notamment ce qui vous paraît être les best practices de nos voisins européens et anglo-saxons. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières interrogations, avant d'entamer les échanges sous la forme de questions et de réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Thank you very much. I understood all of that, but unfortunately, I am not so great in speaking French. J'ai tout compris, mais je ne parle pas très bien français, donc je crois que j'ai dit que j'aurais besoin d'interprétation. Il me semble qu'il y avait la possibilité d'avoir une interprétation. Vous m'avez demandé si je comprenais les questions. Okay, so je comprends, j'ai lu les documents que vous avez envoyés. I'm sorry because we are supposed to have a translator, and I think someone was actually doing the translation, so there's a technical issue if you don't have access to it. Because I was speaking under the assumption that you were getting the translation. Not so, but listen, I can understand you. Non, effectivement, je n'ai pas eu l'interprétation, mais je vous comprends, mais j'aimerais mieux répondre en anglais. Si cela vous convient, nous pouvons continuer ainsi. Donc, si vous voulez bien, je vais parler en français parce que nous sommes dans une institution française. Mais nous allons entendre votre traduction, la traduction de vos paroles. Donc, vous pouvez très bien parler en anglais. Dans votre Zoom, in your Zoom, you have a little globe. Oh, interpretation, yes. Interpretation. And if you switch to French, you'll get the French translation. Okay, let's try. Voilà. Vous m'entendez comme ça? Est-ce que je viens de faire? Là, vous pouvez parler français, la traduction. Yes, yes. Voilà. Bon, très bien. I have the translation. Super. Bon. Thank you. I was not aware how to do this on Zoom. Oui, je ne savais pas le faire sur Zoom. Je n'avais jamais utilisé l'interprétation.
Merci Encore beaucoup. désolé pour ce petit retard technique. Comme je vous le disais juste à la fin, on fait prêter serment à toutes les personnes que l'on auditionne dans ces commissions d'enquête. Donc je vais juste vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure », pour jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité, dans nos questions. Et puis après, on pourra vous laisser faire un petit propos introductif. I swear. Super. Je vous laisse la parole. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. I think you've done a great job Je pense que introducing me, so I vous will m'avez not bien waste your time présenté, with donc any je ne vais more pas of vous that. faire perdre du temps à me présenter Just to say davantage. that, Je voulais I am here simplement with you préciser que today, je suis ici as an aujourd'hui independent expert. en So tant I don't, qu'experte represent indépendante. the position Je ne of représente Maastricht pas University or any other l'université de organization. Maastricht ou And to d'autres the extent that I organisations. will talk about Et je vais donc vous Uber parler files, my des knowledge Uber is the Files, knowledge that mais we all have j'ai from une media connaissance regulations, publique que nous avons tous that have grâce followed aux the médias. whistleblowing of Mr. Et Mark McGann. So, I would like to begin je vais by commencer presenting a couple of en vous principles expliquant quelques principes qui a sound concernent regulation of lobbying activities. l'encadrement des activités de lobbying. Un des problèmes qui ont été soulevés et qui ont été rendus visibles dans le cadre des Uber Files était le fait que Uber, en tant qu'entreprise, avait la possibilité d'avoir des rapports très proches avec des décisionnaires, des personnes politiques, les ministres, et d'utiliser ces prises de décision de manière peut-être pas tout à fait éthique parfois. Et ce, dans l'objectif de façonner les environnements réglementaires à leur bénéfice. Et même quand ils ont commencé à opérer illégalement, l'objectif était de changer les réglementations un peu après coup. Le problème se pose dans les rapports très proches entre les lobbyistes et les décisionnaires. Et comment encadrer ce système, comment développer un système de réglementation de lobbying qui empêche ce type de situation qui peut corrompre la nature même de la prise de décision par des autorités publiques et garantir une meilleure sécurité du système pour l'avenir. Alors, il y a 3 points, d'après mon expérience, qui sont très importants. Tout d'abord, il faut avoir une très bonne compréhension des objectifs, les raisons de cette réglementation des activités de lobbying. L'objectif étant principalement de gérer des risques, c'est-à-dire réfléchir à la relation entre les lobbyistes et les décisionnaires comme étant une relation parfaitement normale dans une démocratie, mais aussi une relation qui peut comprendre quelques risques et il faut certaines garde-fous pour éviter que ces risques deviennent vraiment dangereux. Donc, quand on parle de la réglementation des risques, en tant que philosophie de création de systèmes de lobbying, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut avoir les bonnes informations et le bon type d'informations révélées par des registres de lobbyistes et d'autres outils. Deuxième idée, c'est il ne faut pas oublier que le lobbying est une relation. Il faut 2 personnes pour faire du lobbying. Donc il ne faut pas seulement réglementer les lobbyistes, mais aussi avoir des règles équivalentes qui correspondent à la déontologie pour ceux qui ont des postes publics. Et le 3e point important concerne la manière dont l'information circule et comment améliorer la transparence, comment utiliser cette information pour finalement
prévoir des risques. La transparence ne fonctionne pas tout seul. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a une information publique, il faut que cette information soit utilisée de manière efficace afin de prévenir des problèmes éthiques. Donc, dans ce cadre, je recommanderais une définition de lobbyiste ou un représentant d'intérêt, comme on dit à l'Union européenne. Parfois, cela perturbe un peu les décisionnaires. Ils définissent les lobbyistes de manière un peu étroite en définissant des limitations de temps de lobbying et les exigences d'enregistrement de déclaration d'activité seulement au bout d'un certain temps d'activité. Et je pense que cela peut affaiblir le système. Nous avons également besoin d'obligations de déclaration. Beaucoup de parties prenantes veulent comprendre les finances du lobbying, mais en réalité, le montant dépensé pour le lobbying n'a pas forcément une relation directe avec l'influence. Ce qu'il faut, c'est de comprendre l'empreinte législative qui parle avec les décisionnaires sur quelles questions et quel est le contenu de l'interaction. Donc, les exigences de déclaration doivent être assez fréquentes pour que, en tant que citoyen ou en tant que législateur, on puisse suivre ce qui se passe de manière très proche. Et bien sûr, il faut un système légal comme un registre de lobbyistes. Il faut la force de la loi. Et c'est bien d'avoir quelqu'un d'indépendant pour garantir que ces règles sont respectées. Donc, je parlais du fait que le lobbying est une relation à deux voies. Il faut peut-être définir les interdictions de deuxième emploi, des questions de parachute doré ou de revolving doors. Quelles sont les limitations concernant les cadeaux. Et je l'ai dit aussi que la transparence fonctionne quand on fait en sorte que ça fonctionne. Publier de l'information ne suffira pas pour changer la situation. Ça peut en fait être nocif. Donc, une bonne déclaration de lobbyiste est accessible au public. Il doit y avoir un moteur de recherche. Il doit y avoir un format ouvert qui permet à ceux qui font de la surveillance de faire cette surveillance de manière efficace et de manière à comprendre cette influence qui peut être très, très discrète. Et c'est ça qu'on cherche quand on veut faire de la surveillance de ces rapports. Et enfin, il faut comprendre que les changements ne viennent pas du jour au lendemain. Il y a un effet à long terme dans le changement de culture et le changement de pratique quand il s'agit de divulgation. Quand on comprend quand les autorités savent qu'il y a un regard public, ils font plus attention à ce qu'ils font. Ils réfléchissent plus à leur interaction
Et je pense que cela peut donner une meilleure culture, ça peut donner d'autres risques, et ce n'est pas vraiment ça qu'on veut, mais ça peut apporter une meilleure culture d'engagement entre les secteurs publics et le secteur privé. Et je pense que cela est essentiel dans la construction des défenses de la société et du système politique pour se protéger, pour protéger son intégrité et se protéger contre la corruption. Je vais m'arrêter là. Je sais que j'ai été plutôt généraliste, mais je serai très heureuse de répondre à vos questions plus précisément si vous me posez des questions plus précises. Merci. Merci beaucoup. Moi, une question qui m'intéresse, que je pose souvent, c'est les comparaisons internationales. Est-ce que vous voyez des pays sur les différents aspects dont vous venez de parler qui vous paraissent être particulièrement en avance dans les échanges que nous avons eus tout à l'heure sur ce sujet? La France était en avance sur la question du registre des lobbies, des entreprises, mais en revanche, d'autres pays, les pays anglo-saxons, sur la transparence des documents administratifs et publics, la Suède aussi sur un certain nombre de sujets que vous avez mentionnés. Est-ce que vous voyez des exemples de législation à l'étranger dont la France pourrait s'inspirer à son tour? Shall I answer each question in turn? Okay. Bon, je vais répondre à chaque question une par une. Yes, I think there is no perfect system. Il n'y a pas de système parfait, du moins pas à ma connaissance. Certains pays fonctionnent mieux dans certains domaines que d'autres. Par exemple, j'ai participé à une étude l'année dernière pendant quelques mois à Washington et j'ai parlé avec des personnes qui travaillent sur la réglementation au Canada. Et j'aime bien le modèle canadien. Je pense que leur système est en fait très bien conçu dans le sens où il y a des exigences de divulgation, mais c'est aussi très simple à utiliser. Donc, il y a des manières de poser des questions qui sont très simples. Et cela est possible grâce à des exigences de divulgation mensuelles concernant les rencontres entre les lobbyistes et les représentants de haut niveau. Donc, on peut vraiment comprendre tout le portrait des rapports qui tournent autour d'un certain travail de législation. Et je pense que ce système est très intéressant. Et je n'ai pas vu ce niveau de divulgation ailleurs. Mais je sais aussi qu'il s'agit d'un poids administratif de faire ce reporting mensuel à propos de toutes les réunions. Et il faut une bonne infrastructure numérique pour pouvoir enregistrer ces informations de manière facile pour que ça soit facile à tous de l'utiliser. Et de manière à revoir des informations des années précédentes. Donc ça, c'est un modèle qui pourrait être intéressant pour vous. En ce qui concerne la transparence sur les documents, la transparence des documents, les pays nordiques sont très forts parce qu'ils sont des systèmes, le principe suivant lequel toute information publiée, toute information qui est produite dans une institution publique doit être disponible au public. Et il faut définir des exceptions à certaines questions précises pour éviter cette disponibilité d'informations sortant des institutions publiques. D'après mon expérience, le problème qui se pose avec des lois de divulgation d'informations, c'est que quand on essaye en tant que citoyen ou en tant que journaliste ou en tant que watchdog ou ONG
une tierce partie, quand on essaye de trouver une certaine information, il faut remplir un formulaire pour faire la demande, ce qui est normal. Mais il faut déjà en connaître beaucoup pour identifier le document précis qui contient l'information précise que vous cherchez. Donc, parfois, l'utilisation des systèmes peut être un peu compliquée parce que l'utilisation présuppose un niveau d'information très élevé. L'utilisateur doit savoir qu'il y a une question posée. Et bien sûr, il peut y avoir des retards de réponse. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que souvent les problèmes se posent dans ce processus de recherche. Voilà, on a toutes ces informations publiques qu'on a produites en tant qu'organisation, en tant qu'autorité publique. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Et c'est là que les gens ont parfois du mal à comprendre les questions. Quelles sont les bonnes questions à poser? Donc voilà, ça, je pense que ça, c'est la première chose à garder en tête quand on pense à un régime d'accès d'information. Quelle question, Madame la rapporteure? Est-ce que vous avez donc suivi le scandale des Uber Files et ses implications en France? Quel regard portez-vous, notamment le fait qu'il y ait pu avoir 17 échanges significatifs entre le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, ou des membres de son cabinet et des dirigeants d'Uber, qu'on ait pu apprendre aussi, dans le cadre de ces révélations, qu'un deal, pour reprendre le terme dit par le ministre de l'époque, avait pu être opéré entre la plateforme Uber, notamment l'arrêt des Uber Pop, en échange de l'instauration d'une modification réglementaire concernant les exigences de formation des VTC, et que finalement on a le sentiment que des arbitrages ont pu être pris sans qu'il y ait une transparence, puisque tous ces échanges n'étaient pas à l'agenda, un seul était à l'agenda, qu'il n'y avait par ailleurs pas d'accord au point de départ entre les membres du gouvernement, et que les choix politiques pris ou les décisions politiques prises ne semblent pas avoir été le fait d'un processus au moins de discussion au sein de l'exécutif, et encore moins démocratique plus large. Et avec une plateforme qui était par ailleurs dans l'illégalité sur plusieurs aspects. Merci pour cette question. Comme je l'ai dit au début, alors je sais tout simplement ce que j'ai lu dans les journaux, mais j'ai suivi le cas Uber Files. Je connais bien l'affaire, et notamment en France. Mais tout simplement en lisant les articles de journaux qui étaient assez détaillés et qui contenaient des révélations. Alors, selon moi, il est très difficile de prendre en compte tous les aspects d'interactions entre les lobbyistes et les décisionnaires. Et tout système va avoir ses limites. Toutefois, je suis convaincue qu'une obligation pour les membres, par exemple pour les ministres, pour
je pense que donc les personnes qui sont soit des ministres, soit dans les cabinets des ministres sont en lien direct avec les lobbyistes. Et je pense qu'il est nécessaire pour eux de déclarer et de divulguer leurs réunions avec les lobbyistes. Et il faut qu'ils inscrivent ces réunions dans leur agenda, afin qu'il y ait de la traçabilité du contenu. Alors, je ne sais pas quelles sont les obligations en France actuellement pour ce type de réunion ou d'interaction, mais je sais que d'autres pays ont déjà légiféré là-dessus, donc il existe une juridiction. Il existe également des obligations pour les commissaires à échelle européenne qui doivent déclarer leurs réunions avec les lobbyistes. Et donc, ce n'est pas une idée trop surprenante ou une idée complètement folle. Il y a toutefois une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui sur la communication avec le secteur privé, avec les lobbyistes, avec les représentants du secteur privé, mais une communication qui est en dehors des canaux de communication traditionnels. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez sûrement cet exemple. D'ailleurs, on en a entendu parler dans les médias. Il s'agit des SMS d'Ursula von der Leyen entre elle et le directeur de Pfizer, dans le contexte de l'affaire des vaccins. Et une enquête du médiateur européen est en cours actuellement sur cette affaire. Et le résultat de cela va être assez intéressant, car ce sera la première fois que l'on va avoir une décision prise sur ce type de communication, donc des SMS échangés. Et on peut d'ailleurs étendre cela à la communication sur les plateformes, dans les chats. Si ce type de communication représente une communication officielle, eh bien, la loi devrait également s'appliquer. Mais est-ce que cette communication est de manière éphémère, telle que dit la Commission? Une fois que les SMS ont disparu, on ne peut plus les récupérer et on ne peut plus en débattre. Alors évidemment, je plaide pour plus de transparence. Je pense que des échanges significatifs peuvent avoir lieu par SMS, par échange de SMS ou en parlant au téléphone, en utilisant donc des canaux de communication qui ne sont pas dits traditionnels. Je pense que c'est un autre problème qui pourrait, à l'avenir, devoir être pris en compte dans différentes régions en Europe. C'est ainsi que l'Europe fonctionne. On tire des leçons, des enseignements, on partage les bonnes pratiques et les meilleures pratiques. On s'intéresse à ce que font nos voisins. Et je pense que cet aspect-là va être un aspect important. Tout dépend de la décision qui va être prise. Si la décision plaide pour plus de transparence, eh bien, ce sera une première décision, une première poussée vers plus de transparence dans la législation nationale et notamment en France. On a auditionné l'Observatoire des multinationales, Corporate Europe Observatory, mon anglais est catastrophique, l'accent surtout. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle nous donnait l'exemple de la Suède où on peut avoir vraiment accès aux informations, mais on peut avoir pas simplement accès aux rendez-vous précis qu'il peut y avoir entre un lobbyiste et un décideur public, mais on peut avoir accès au compte-rendu de la réunion et donc à son objet. Et donc ça veut dire qu'on a accès du coup là à une information qui devient vraiment publique et qui permet du coup de pouvoir dans le débat démocratique savoir qui influence qui ou telle décision elle est inspirée par quel point de vue. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce type-là et quel est votre avis là-dessus?
Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire qu'en tant que chercheuse, je m'intéresse à la politique institutionnelle et je cherche toujours des comptes rendus en ligne, notamment lorsqu'il s'agit des institutions européennes. Mais ces comptes rendus contiennent seulement les points qui ont été discutés, mais la substance, le contenu réel de la réunion n'est pas listé, seulement des petits points. Mais je pense que cet exemple est un bon exemple d'accès à l'information et de liberté d'accès à l'information, c'est-à-dire le fait d'avoir des comptes rendus qui soient disponibles pour le public, mais des comptes rendus également qui soient détaillés. En effet, il est possible pour tout un chacun ainsi de consulter ce qui a été débattu et ainsi de savoir ce qui s'est dit. Je ne connais pas d'autres registres de lobby qui demandent à ce que les comptes rendus soient publiés. Et même les obligations les plus restrictives dont j'ai la connaissance, qui existent en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada, même dans ces systèmes-là, on ne demande pas à ce que les comptes rendus soient publiés en ligne. Et donc ces comptes rendus, s'ils existent, doivent être demandés. Il faut faire la demande pour les avoir si vous souhaitez les consulter. Il faudrait donc les demander directement aux institutions publiques. Donc je ne connais pas d'autres exemples, mais je pense que c'est un très haut niveau de divulgation et d'obligation de déclaration. Et en tant que personne qui s'intéresse à ce sujet depuis l'extérieur, c'est un très bon exemple. Je veux toujours en savoir plus. Et si je suis par exemple un watchdog, si je veux m'intéresser à telle ou telle organisation ou telle institution, c'est un excellent exemple. Mais il faut également penser à un équilibre que nous devons avoir. Alors, je ne sais pas exactement comment le décrire. Mais parfois il faut un peu avoir un secret. Certaines de vos réunions sont organisées à huis clos, forcément. Et donc, comment trouver l'équilibre entre la transparence et ce qui ne peut pas être révélé au sein donc de l'accès public à l'information? Si j'avais l'accès à un registre de lobby dans lequel je pouvais consulter les dates des réunions, mais également le sujet des réunions, et si je pouvais également consulter le nom des personnes qui ont participé, je pourrais à ce moment-là faire la demande pour avoir les comptes rendus. Ils n'ont pas besoin forcément d'être publiés sur une plateforme, mais je pourrais en faire la demande. Et selon moi, c'est ainsi que la transparence devrait fonctionner de manière normale. On pourrait ainsi tenter de mettre cela en place. Merci beaucoup de votre réponse. Sur les Uber Files, ce qu'on comprend aussi, c'est que le lobbying d'Uber, peut-être à la différence d'autres lobbying, vous êtes spécialiste, je ne le suis pas, vous me le direz, en voulant chercher à imposer leur état de fait à l'état de droit, c'est-à-dire le fait qu'ils ne respectaient pas la loi sur bien des domaines, mais voulaient du coup faire en sorte de l'imposer comme une nécessité absolue, comme une évidence, pour ensuite modifier la loi conformément à leurs intérêts. Pour ce faire, ils ont aussi une offensive tout azimut qui visait à créer un contexte idéologique et culturel favorable. Et pour ce faire, ils ont
usé de campagnes dans les médias par des articles payés, placés. Ils ont aussi utilisé les réseaux sociaux et fait tout un travail de communication et de bashing de leur concurrence. Ils ont payé des études d'économistes dont les conclusions étaient déjà quasi dans les commandes signées de ces études pour créer vraiment cette ambiance favorable. Et par ailleurs, leur entrée en France et leur lien avec les décideurs publics, et notamment avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, s'est fait faciliter par, je dirais, des cadres oligarchiques, enfin des représentants de l'oligarchie, et donc de cette porosité entre le système économique et médiatique. Ça a été Google, le rôle de Google, ou de Xavier Niel, ou de Bernard Arnault, qui ont facilité ces rencontres, ou bien de dirigeants comme Attali, qui facilitait d'autres rencontres. Et par ailleurs, ces rencontres ne se faisaient pas forcément que dans des rendez-vous, je dirais, classiques dans un ministère. On a les dîners. On a en France parlé longtemps du dîner du siècle, où des grands dirigeants des différentes sphères économiques, médiatiques et politiques pouvaient se côtoyer. Est-ce qu'il y a une spécificité finalement du lobbying d'Uber, du fait aussi de l'innovation numérique qui arrivait à s'imposer culturellement comme une nécessité sur laquelle il n'y avait pas finalement de débat démocratique à avoir, et est-ce que voilà, quels autres enseignements tirer? C'est-à-dire que la publication des rendez-vous, est-ce qu'il faut aussi que cette publication soit sur tout type de rendez-vous des décideurs publics et des lobbyistes, c'est-à-dire y compris tous ces dîners qui peuvent sembler dans des cadres plus ou moins informels, mais qui en fait permettent très réellement les premières rencontres décisives. Okay, thank you very much. Merci. There were two questions here. Alors, vous aviez plusieurs questions. Est-ce que le type de lobbying d'Uber est spécifique, ou est-ce que le lobbying se passe toujours comme ça? Eh bien, Uber, je pense, a une approche très particulière. Et si tout le monde faisait du lobby comme Uber, nous serions dans la panade. Et cela n'est possible pour Uber, tout simplement parce qu'ils ont d'incroyables ressources financières et un réseau dont ils ont pu tirer profit pour entrer en contact avec les décisionnaires et faire pression sur eux également. Ils réussissent également à changer le discours public. Ils ont une stratégie de communication qui est bien rodée. Et ce type de lobbying n'est pas fait par tous les groupes. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que tout le monde n'a pas ces ressources-là. Mais il faut également prendre en compte les décisionnaires. Sont-ils ouverts ou non à ce type d'approche? Mais évidemment, Uber n'est pas la seule entreprise à le faire, à faire du lobby. On donne souvent l'exemple des grandes entreprises du tabac il y a des années qui ont mis en œuvre un lobbying assez similaire. Ils semaient le doute en ce qui concerne les effets nocifs de la cigarette sur la santé humaine. Et comment faire en sorte de lutter contre cela? C'est assez difficile. C'est une question qui est difficile c'est un défi qui est difficile à surmonter. Alors, la divulgation des réunions est évidemment essentielle. Et lorsqu'une réunion a lieu dans un cadre informel, tel qu'un dîner, eh bien, la question se pose, est-ce qu'il faut le déclarer ou non? Cette réunion n'a pas forcément lieu pendant les heures de travail. Alors, on peut forcément le faire passer comme une réunion avec un dîner, tout simplement avec un ami.
Alors, une solution pourrait être d'avoir une approche multiple. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mon introduction, mais je parle ici de règles, ce qui concerne les cadeaux qui peuvent être acceptés par les décisionnaires. Les cadeaux ou dîners ou autres. On pourrait définir des plafonds, des limites. Il n'est tout simplement pas normal de se faire payer un dîner très cher par un lobbyiste. Ce n'est pas nécessaire de se faire offrir le dîner pour débattre. Et donc, mettre en place des limites serait un instrument utile. C'est peut-être la réponse que je peux vous donner. Il ne faut pas insister seulement sur la divulgation des réunions, mais également restreindre ce que les décisionnaires peuvent faire dans le cadre des cadeaux qui leur sont donnés ou les dîners qui leur sont offerts de la part de lobbyistes, afin d'assurer que ce type de réunion n'ait tout simplement pas lieu. Ou que s'ils ont lieu, on puisse les remettre en question et se demander si c'est une manière appropriée d'échanger avec un lobbyiste. Mais malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles à partager. C'est ainsi que les personnes échangent. Les personnes peuvent devenir amies, peuvent tisser des liens et tout réglementer, tout comprendre, tout prendre en compte est trop difficile. Ce serait perdu d'avance. Et les lobbyistes peuvent faire beaucoup de choses, mais évidemment, il faut mettre en place des limites. Autre aspect à prendre en compte, peut-être étendre la définition des activités de lobbying. Alors je pense que, peut-être que j'ai tort, mais je crois que dans le sens traditionnel du terme, le lobbying est une communication directe, c'est-à-dire des emails, des lettres ou autres. Mais évidemment, les stratégies de communication, les réseaux sociaux, tout cela, ce sont également des initiatives. On peut mobiliser, par exemple, les chauffeurs Uber pour aller protester, aller manifester. Et cela fait partie de la stratégie des lobbyistes. Donc il faudrait étendre la définition de ce qui est compris par les activités de lobbying et étendre la définition de ce qui peut être inclus dans le registre des lobbyistes. Cela peut être une solution pour faire face à ce type de situation, pour s'assurer qu'il y ait une meilleure prise de conscience. Et il en va de même pour les décisionnaires. En effet, ainsi, ils comprendront que lorsqu'ils lisent une tribune dans un très grand journal français, lorsqu'ils écrivent ou lisent une tribune dans un très grand journal français, c'est également du lobbying. Ce n'est pas forcément un échange direct avec le lobbyiste, mais c'est également du lobbying. Alors, c'était quelques idées que je souhaitais vous donner. Alors, je sais que ce n'est pas des solutions parfaites, mais généralement, nous sommes toujours en retard par rapport aux lobbyistes en termes de réglementation. Il est difficile de tout prendre en compte. Encore une question.
Ça pose forcément des questions démocratiques très importantes. Moi, j'ai été frappée quand on a pu auditionner le SGAE. Alors, le SGES, le secrétariat général aux affaires européennes, en fait, qui nous permettait de connaître la position de la France sur la directive présomption de salariat, voilà. Et nous avons aussi auditionné Leïla Chebbi, qui est une députée France Insoumise, qui a joué un rôle important au niveau du Parlement européen pour cette directive présomption de salariat. Et ce qui m'a fortement interpellée, c'est que ce qu'elle a pu faire, cette députée, c'est se rendre compte que les lobbies étaient chez eux à Bruxelles. Elle a aidé un lobby populaire des travailleurs des plateformes à se mettre en place. Et que c'est finalement le fait de permettre aux commissaires et aux parlementaires d'être confrontés, de sortir de leur propre bulle et d'être confrontés aux deux avis, qu'elle a pu aboutir à un travail de compromis en faveur de la présomption de salariat. Et que par contre, avec la difficulté à laquelle on est confronté en France, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale sur ce que défend la France au niveau européen sur cette directive. Il y a même plutôt une opacité qui fait que du coup, dans l'opacité, on ne peut pas permettre aux différents avis de pouvoir être confrontés. Et c'est sans doute dans ce cadre-là que le lobby des plateformes peut soit mieux agir, soit tout simplement être face à une situation d'accord idéologique sans qu'il puisse être explicité et donc assumé en tant qu'accord idéologique. Je sais pas si... Voilà. Donc je pense qu'il y a certainement des réflexions à avoir d'un point de vue des droits démocratiques, pas uniquement d'un point de vue de l'encadrement et du contrôle. En gros, par exemple, il faudrait aussi peut-être réfléchir sur le fait que si à un moment donné les citoyens voient un lobby qui est trop en lien avec un pouvoir, eh bien qu'un autre lobby, entre guillemets, que d'autres sphères d'intérêt ou de collectifs citoyens, enfin qu'il y a un droit à l'interpellation, à la rencontre, à construire, à réfléchir, pour que ces deux sons de cloche, à chaque fois, puissent être mis en confrontation. Quand nous sommes en train d'étudier un projet de loi ou une proposition de loi, on auditionne avant, on a des études d'impact, mais on peut choisir qui on auditionne. Peut-être faudrait-il avoir plus de droits à imposer, que le peuple, les citoyens, les associations, les syndicats puissent avoir un droit d'imposer des auditions complémentaires, alternatives. Je pense que là, il y a sans doute des pistes d'un point de vue démocratique. Oui, merci pour cette question. Ça va un petit peu au-delà de la question du lobbying et ça touche à une question plus large. Et je pense qu'il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème concerne le fait qu'il puisse y avoir un déséquilibre de ressources et de pouvoir entre une entreprise comme Uber, qui, comme on le sait maintenant, a encore beaucoup de ressources qui peuvent mobiliser beaucoup de ressources pour faire du lobbying au niveau national, international, européen, etc. Donc, ils peuvent avoir beaucoup d'influence parce qu'ils ont ce qu'il faut pour faire entendre leur voix. Et en face de cela, on trouve des intérêts qui ont du mal à mobiliser des ressources. Donc, il n'y a peut-être même pas d'acteurs à inviter en audition, même si vous vouliez entendre un certain point de vue. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, un problème avec le fait que les chauffeurs ne soient pas organisés en France. Mais je crois qu'il y a un syndicat en France pour des conducteurs. En tout cas, il y a un syndicat des chauffeurs Uber au Royaume-Uni, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas partout en Europe. C'est donc un problème qui est difficile à gérer en tant que
législateur, en tant que député de l'Assemblée nationale, parce que notre idée de pluralisme démocratique est un petit peu, peut-être ne correspond pas tout à fait à la réalité de l'organisation d'un groupe pour représenter un intérêt commun et faire du lobbying. Certains groupes ont plus de facilité à faire ce genre de travail que d'autres. Alors qu'on a tendance à supposer que cela se fait naturellement, mais en fait l'organisation ne se fait pas tout naturellement. Ce que l'on peut voir, c'est que les groupes existants peuvent reprendre la cause des travailleurs de plateforme. Par exemple, les ONG qui travaillent sur les droits des employés, par exemple, les droits du travail. Ils peuvent reprendre cette question en absence d'un groupe qui représente spécifiquement les conducteurs Uber ou d'autres personnes semblables. Il y a aussi des syndicats. Il y a des syndicats en France aussi. Les syndicats on peut encourager les syndicats à élargir leur mandat pour couvrir les travailleurs de plateforme, comme les conducteurs de Uber. Donc il y a quelques réponses, mais pas des réponses complètes. Cela ne répond pas entièrement au problème, effectivement. Ensuite, ce qui concerne la consultation avec les citoyens et les intérêts spéciaux dans le processus législatif, je pense que là, il est plus facile d'avoir un régime juridique qui définit les consultations publiques, par exemple, qui donne un mandat qui permet à entendre différents parties prenantes. Il y a un exemple, peut-être pas une meilleure pratique, mais un exemple intéressant qui montre un certain progrès. Ce sont des groupes d'experts qui existent à la Commission européenne et qui, pendant très longtemps, étaient plutôt composés de membres à la discrétion du directeur général qui avait des relations. Donc, en gros, ils invitaient ceux qui voulaient à participer à ces groupes d'experts. Et avec le temps, la question d'équilibre de la définition des membres s'est posée pour éviter la présence exclusif de représentants de l'industrie, par exemple. Et aujourd'hui, il y a une sorte de quota, un système qui doit être respecté quand on crée un groupe d'experts ou quand on revoit les membres d'un groupe. Il y a une obligation d'annonce publique de création de groupes d'experts, par exemple, et cela rend possible le recrutement de membres qui n'habitent pas forcément à Bruxelles ou en Belgique. Il y a des questions de distance géographique qui sont importantes aussi. Donc, on peut améliorer les situations tant qu'on a un processus formalisé de consultation publique qui définit et qui existe en amont de la rédaction d'une législation. On peut travailler sur ce cadre pour garantir un certain équilibre de points de vue et un équilibre d'intérêts de personnes entendues dans le processus de consultation. Et ce que vous dites là s'applique à l'exécutif. Il est très courant, effectivement, que les gouvernements soient obligés de tenir des consultations publiques. Et il y a des périodes une période de réponse publique
qui est défini avant de continuer le processus législatif. Ça, c'est pour l'exécutif, mais je ne sais pas si c'est aussi courant pour les parlements. Mais les parlements ont également beaucoup plus d'autonomie dans l'organisation de leur travail interne. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas faire des auditions comme celles qu'on fait aujourd'hui et d'entendre des personnes où on peut avoir un équilibre des intérêts représentés qui fait partie du processus. C'est-à-dire que vous invitez des représentants de différents côtés, où vous pouvez faire un appel public à témoignage. Ce n'est pas simple à organiser, ça je l'avoue. Mais souvent, ce qui peut aider, c'est de faire une certaine publicité sur ce qui est en cours, l'agenda législatif. Dire publiquement qu'il va y avoir une décision qui va être prise et qu'il y a une certaine question qui est présente à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de groupes qui arrivent un peu après la bataille et qui doivent accepter la conséquence d'une décision qui a été prise alors sans qu'ils soient au courant, sans qu'ils puissent se mobiliser pour se faire en prendre. Donc, encore une fois, plus de transparence, ça nous ramène à cette question de transparence. Et cela peut être très utile parce que cela fait entendre une plus grande diversité d'opinions. Merci beaucoup. En ce moment, il y a un grand lobby populaire qui se rassemble en ce moment en France, mais sur un tout autre sujet, pour essayer de faire entendre sa position sur les retraites. Madame Nastase, je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre expertise. Je vous remercie parce qu'on a terminé un peu en retard et qu'on a commencé en retard pour des soucis techniques. Donc vraiment, je vous remercie aussi de votre patience. Mais tout votre éclairage était particulièrement riche et intéressant pour nous et pour notre commission d'enquête. Et si vous avez des analyses complémentaires, des documents complémentaires qui pourraient nous être utiles, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous aurons peut-être nous-mêmes d'ailleurs des questions supplémentaires à vous faire parvenir par email. Mais dans l'intervalle, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente soirée. Thank you very much. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir pu parler avec vous aujourd'hui. Et oui, je vous enverrai tout élément supplémentaire qui pourrait être pertinent pour votre travail et des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé aujourd'hui. Et je serai toujours disponible pour d'autres questions. Si je peux vous aider davantage, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup et bon courage, bonne chance avec le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup.